Vous écoutez Un long chemin, Ousmane, l'enfant du Darfour. Seconde partie. Je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que je reste ici, travailler, et en fait, on ne me paye rien, et en plus c'est risqué? Est-ce que je rentre chez moi au Soudan et vivre sous le menace et la guerre? Est-ce que je choisis la mer Méditerranée, soit du mort, soit du traverse? À la fin, je finis par prendre la décision de venir en Europe. Et là, de Benghazi jusqu'à Tripoli, capitale de Libye, il y a des réseaux de trafic des humains. Vous voulez aller d'une ville de l'autre, il y a des gens qui vous aident, mais vous payez quelque chose. Mais ils ne tenaient pas leur engagement. Par exemple, s'ils vous disent vous allez nous payer 200 dinars, quand en arrivant, après, vous allez payer 300 dinars. 100 dinars au-dessous, obligatoire, et vous ne posez pas de questions pourquoi. C'est comme ça. Sinon, on va rajouter encore 100 dinars, ça devient 400 dinars et c'est encore pire. Donc, vous êtes obligé de payer. Il n'y a personne qui tient l'engagement. Donc, pour venir en Europe, il faut trouver la ville le plus proche de la mer Méditerranée. C'était le Tripoli. Je suis arrivé au Tripoli, j'ai payé 300 dinars. Je suis arrivé. Il y avait un bateau, c'est pas un vrai bateau, c'est une espèce de plastique gonflable. Et quand vous mettez l'air, le longueur, ça fait 12 mètres, largeur, ça fait 1,5 mètre. Avec un moteur à certaines puissances, mais il n'y a aucun moteur qui se fait en révision, c'est comme ça. Vous montez, et, voilà. Et quand vous voulez aller en Europe, il y a des endroits, les stockages des humains, ils appellent comme ça. Ces zones de stockage des humains pour traverser en Europe. Et tout ce qui travaille là-bas, c'est des généraux qui travaillent dans le gouvernement. Et je me souviens, c'était le 19 juin 2016, 2 heures de mat de la nuit. C'est complètement, il fait nuit, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Il nous a mis 150 personnes sur cette gombe. Et en fait, ils vous mettent la personne au-dessous des personnes, les personnes au-dessus des personnes, et ça fait 150 personnes. C'est-à-dire 12. monter par-dessus d'autres personnes. Exactement. La personne qui, si elle trouve un endroit pour respirer, ça va. C'est pas grave pour s'il casse le dos, s'il casse le genou, s'il casse les chevilles. Ça, c'est pas un souci. Pour eux, ce qui compte, c'est l'argent. Et on était 150 personnes. Il y a différentes nationalités. C'était 12 heures de matin. On a monté. Moi, personnellement, j'ai pas eu peur. Parce que j'ai commencé à réfléchir. De toute façon, soit tu meurs de bonne manière, avec de courage, soit tu meurs comme des animaux. C'est-à-dire, soit tu restes ici, travailler, rien payer, ils vont mettre en prison, soit tu rentres chez moi, Soudan, ils vont me tuer, tout ça. Soit je sors de cette situation, soit je meurs sur l'eau. Donc, pendant 7 heures ou 8 heures sur la mer Méditerranée, c'est le moment de vérité. Est-ce que vous allez sauver par le sauveteur ou vous allez être coincé dans une mer Méditerranée, tout ça? Alors, moi, personnellement, je ne me posais pas beaucoup de questions. Mais les gens qui sont autour de moi, ils ont du peur de monter au-dessous. Alors, ils ont payé l'argent pour venir en Europe. Et les trafics des humains, ils ont choisi 12 heures de mat parce que quand il fait nuit, vous ne voyez pas de choses. Donc, ils vous tapent avec des tuyaux que vous montez obligatoirement. Et les gens, ils disent, ah non, je ne monte pas. Bah non, c'est trop tard maintenant. Vous montez. Parce que si tu retournes, vous allez informer les gens qui sont dans la prison. Donc, il n'y a personne qui va monter. Et tout le monde, ils ont monté. On était 150 personnes. Le bateau il commence à bouger, il n'arrête pas de bouger parce que le vent il est très fort et le moteur il n'a pas assez de puissance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené un petit bateau, ils nous ont tirés un peu plus loin, 200 mètres. Ils me donnaient un boussole
pour localiser. Mais son batterie, il est limite. Il ne peut pas rester plus de 12 heures ou 3 heures. La batterie, c'est vite plus rapide. Et on n'était pas en courant. Il me disait, vous voyez cette étoile-là? Oui, on le voit. Vous suivez cette étoile. Et vous le suivez. Une fois l'étoile a disparu, ouvrir cette boussole, il vous indique l'endroit où vous allez aller. Et ça vous indique où Malte, c'est une petite île. C'est toutes les informations qu'il nous a données. Il nous a lâchés. 12 heures de matin, on est en train de rouler, tranquille. On suit l'étoile. Parce qu'elle fait encore nuit. On est arrivé à 4 heures de matin, l'étoile commence à disparaître. Et là, on dit, on est encore dans le territoire libyen. On n'est pas encore sorti du territoire libyen. C'est-à-dire, s'il fait jour et les marines libyens arrivent, ils vont retourner en Libye. Encore, ils vont nous mettre en prison. Et encore, on paye d'argent. C'est encore pire. On est arrivé à 4h30 du mat. Les pirates sont apparaître. Les pirates du Libyen. En fait, on était dans le territoire libyen, 200 mètres pour rentrer dans le territoire de l'eau mondiale, internationale, voilà, c'est ça. Les Libyens, ils sont arrivés, ils sont apparus avec un petit bateau très rapide, très puissant, avec un moteur très puissant. Ils me disaient, vous allez où, monsieur? On avait des enfants, des femmes, des gens qui sont âgés, de différents âges, des situations très graves, des gens qui sont des mois, ils ont rien mangé. C'est compliqué en fait pour eux. Et il y en a qui n'arrivent même pas à parler. Ils nous disaient, est-ce qu'il y a des gens qui parlent arabe? Ok, vous traduire ces messieurs, des personnes qui ne parlaient pas la langue. Vous êtes en train de quitter le territoire libyen. Nous, on vous demande de nous donner le moteur, parce qu'on a besoin. On a traduit les gens qui ne se parlaient pas. Il y a des gens qui viennent du Nigeria, il y a des gens qui ne parlent pas du tout le langue. Ils disaient non, nous, on préfère mourir au lieu de donner le moteur, parce que si on donne le moteur, c'est risqué de retourner. Ils ont refusé. On a traduit. Il nous a dit, ok, d'accord. Les gens qui sont tous l'argent pour aller en Europe, donnez-moi votre argent et on vous laisse, au lieu de prendre le moteur. Les gens, ils ont couru. On a donné tout l'argent qu'on avait. Il nous dit, on ne vous laisse pas aller. On a encore besoin de moteur. On a donné l'argent. Il nous a obligés de donner le moteur. Il nous laisse tout seul. On est 150 personnes. Il n'y a pas de moteur. Les gens ils commencent à pleurer. Il y en a qui pleurent, il y en a qui méditent, qui font la méditation, il y en a qui lisent le Coran, il y en a qui... En fait, chaque personne a son fait des choses pour pouvoir s'en sortir. À la fin, on a décidé de dire, les gars, on n'a pas le choix. Il faut pousser de l'eau, pousser avec les mains, pour sortir du territoire libyen. Sinon, si les Libyens ils arrivent, on est obligé de retourner. On a poussé 6 heures de maths jusqu'à 8 heures de maths. On a avancé à plus que 300 mètres à peu près, parce que le vague il nous aide pour la même direction. Quand on est arrivé vers 8 heures. Et après, les gens, ils n'ont plus de force parce qu'ils n'ont rien à manger depuis longtemps. Et on a attendu jusqu'à midi. Les gens, vous savez, quand on est dans la mer, il y a de l'odeur très fort de la mer. Quand vous le sentez, ça donne envie de vomir. Si vous restez longtemps, mais ça donne envie de vomir. Les gens, ils commencent à sentir cette odeur. Les gens, ils ne supportent plus. Donc, les gens ils disent, si on attend quelqu'un tombe et personne qui vient pour nous sauver, on va brûler le bateau. Certains disent non, parce qu'il y a des enfants. Parce qu'on est arrivé, il n'y a pas de sauveteur. On attend de 6 heures de maths jusqu'à midi. Il n'y a personne qui vient nous sauver. Et les gens, ils n'ont plus de force. Et ils disent, ça ne sert à rien de continuer à vivre. Il n'y a pas de sauveteur, il n'y a pas d'espoir. Et j'ai des gens disent non. Si vous voulez mourir, ça ne sert à rien de tuer les enfants. C'est une idée, c'est inacceptable. À la fin, on s'est mis d'accord.
On a attendu jusqu'à 13h. Il y avait le sauveteur qui est venu avec un hélicoptère. Il nous a filmés. Ils sont filmés, ils sont partis 30 minutes après. Ils ont envoyé des petits bateaux très rapides. Il nous a assuré, il nous dit qu'avec différentes langues, il nous disait, OK, nous les sauveteurs, notre rôle, c'est pour vous sauver, la personne ne bouge. Et le grand bateau, il arrive. OK, il nous a soulagés. C'était 14h. Moi, personnellement, mourir ou vivre, ça m'est égal, pour moi personnellement. Moi, j'ai pas eu peur de mourir. Mais il y a des gens qui ont vraiment vécu des situations dramatiques psychologiquement. Je pense que les gens qui ils ont, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont se sortir, mais c'est un moment très, très, très difficile. Et après 14 heures, il y avait un gros bateau qui est venu. On se prochait un peu, on se prochait un peu. En fait, vous savez, quand vous êtes à côté de gros bateaux, en fait, il y a des lames sur le moteur qui tournent pour faire bouger le bateau. Le gros bateau, ce n'est pas le petit bateau. Les gens, les émigrants, ils ne savent pas. En fait, le bateau, même s'il est sous place, le moteur tourne et de l'eau tourne. On est se proché et les gens nous disent, les sauveteurs, ils nous disent, montez un par un et accrochez là-bas. Il y en a 8 personnes, ils disent, non, on saute. Ils ont sauté, ils n'ont pas pu attraper le gros bateau, ils ont coulé sur l'eau. Ils sont morts. Donc, une minute après, on a vu le sang qu'ils ont monté. 8 personnes, ils sont morts sur place pour rien. Ils nous ont monté. En fait, vous savez, quand on a monté, certaines personnes, ils ont les vêtements qui sont, ça fait presque 3 mois ou 4 mois, ils n'ont même pas changé leurs vêtements. Ça devient comme le sucre. Quand le sucre, ça devient hyper, en fait, collant. Qu'est-ce qu'il nous dit, le sauveteur? Changez vos vêtements complètement. On vous donne les vêtements, on vous amène en Italie et vous êtes protégé par l'Union européenne. OK. Les gens se commencent à sortir de leurs vêtements. En fait, les vêtements qui sont là, il y a des petits animaux qui piquent, vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est comme les cafards, mais c'est comme le punaise. Parce que quand vous passez des mois, des semaines, sans se laver, boire de l'eau salée et sans prendre de douche, tu deviens comme les animaux sauvages, quoi. Ils ont fait la douche avec des produits en pot et voilà, ils nous donnaient de nouveaux vêtements. 2 jours, on nous est arrivé en Italie. On est arrivé en Italie, ils nous expliquaient, vous avez le droit de faire une demande d'asile en Italie, vous avez de vivre en Italie ou vivre dans un autre pays européen. Et on a resté une semaine. Et, il y a 3 personnes qui nous disent, si vous voulez prendre prise en compte, c'est là aujourd'hui. Je me suis dit, je vais faire demain, ou peut-être après-demain. Là, je vais aller en marché ou se promener un peu. J'ai trouvé un Soudanais qui n'a pas d'appartement. Je commence à dire bonjour en anglais. Je ne savais pas qu'il est Soudanais. Il me voit, il me dit, vous êtes nouveau ici? Je lui dis oui. Il m'a dit, vous venez d'où? Je dis, au Soudan. Oh, vous êtes Soudanais, d'accord, on commence à discuter. Et, je lui demande, je lui pose cette question, vous allez où? Il m'a dit, je n'ai pas d'endroit pour aller. Je lui dis, comment ça? Bah, avant, j'avais un appartement, j'ai fait une demande de papier, ils m'ont donné des papiers. Mais au bout de 6 mois, ils m'ont levé dans un appartement. Donc, c'est moi qui va me débrouiller pour chercher l'appartement. Et là, je ne connais pas la langue très bien. Je n'ai pas d'expérience professionnelle pour pouvoir travailler, pour s'en sortir. Mais ici, il n'y a pas de trafic des humains, il n'y a rien de chelou, il n'y a rien. Mais pour s'en sortir, c'est autre chose. Je dis, OK, d'accord. Là, j'ai changé de vie, je dois vivre en Italie. Je dis, je vais aller un peu plus loin. Déjà, je ne connais pas la langue italienne. Deuxième chose, c'est je parlais quelques mots en anglais. C'est plus simple, on s'est intégré en Angleterre. Je crois que je vais aller en Angleterre.
commençais de changer de ville l'un l'autre jusqu'à ici en France. Pour venir en France, j'ai beaucoup galéré. En fait, si vous voulez venir directement de l'Italie jusqu'en France, la police ne vous laisse pas. Vous arrivez ici au territoire en France, ils vous ramènent, ils vous remettent aussi en Italie. Moi, j'ai essayé, j'ai essayé 2 fois, ça ne marche pas. 3e fois, j'ai essayé, je me suis dit, bah, tiens, le meilleur chemin pour pouvoir sortir de là, c'est le chemin de fer. Le chemin de fer d'Italie, c'est un endroit qui s'appelle Ventimiglia, jusqu'à Nice. À côté de Nice, il y a une petite campagne qui s'appelle Menton. Donc, je commence à marcher à partir de 20h de soir jusqu'à 6h de mat à pied. 3 personnes, ils me soulevaient. On a fait un système. De la journée, on dort dans le tunnel. La nuit, on commence à suivre le chemin de fer. On arrêtait de marcher dans la journée parce que si les citoyens ils te regardent, ils vont dire, ils appellent la police et la police ils nous attrape. Donc, je suis arrivé à 4h de mat dans un arrêt de train. Il y a 2 chemins qui se séparent, chemin de fer qui se séparent. Un qui fait comme s'il fait demi-tour, mais il part en France, sauf que je ne savais pas. Mais l'autre qui continue directement plus loin, il rentre sur des compagnies françaises, mais après il tourne en Italie. J'ai suivi le chemin qui part en Italie. Je me suis planté, on a fait un grand tour, on a fait un grand demi-tour. 3 jours après, on a trouvé 2 mademoiselles et un monsieur. On vous posait 2-3 questions pour savoir où on est exactement en France. Déjà, on parlait italien, il parlait français. On a posé une question en anglais. Je lui dis, ici, here, we are in the France. Il dit, italiano. Si ici, c'est Italie. Je dis, non, monsieur, il a bu quelque chose. C'est pas possible. On a fait 4 jours au trajet à pied. Et là, on me disait en Italie, non, c'est impossible. Et le moment qu'on est en train de discuter, de parler, les filles, il est venu, il nous donnait un doux biscuit, il nous mangeait. Il me dit, ici, c'est italien, non? C'est italien, non? Là, dès qu'on est en train de parler avec la mademoiselle, là, le monsieur, il appelait la police. 10 minutes après, la police, il apparaît. Hello, document, no document. Passport, no passport. Go back. Ouais, 20 000. On a retourné 7 heures de route avec des voitures de police pour retourner en Ventimiglia. On a retourné, on a perdu un peu d'espoir. On a resté 5 jours après, on a repris la force. Donc, on a mangé un peu, on s'est dit, tiens, on va changer de planning. L'endroit où on se plantait, l'arrêt de train, qu'il fait demi-tour, là, c'est là qu'il part en France. Et on a suivi le chemin. On est arrivé à Nice. Qu'est-ce qui se passait à Nice? Il était trop fatigué, on s'est séparés, on était 3 personnes. Moi, je continue le dernier chemin avec quelqu'un d'autre, avec un autre monsieur, pour venir à Paris. On est arrivé 5 minutes avant le train pour pouvoir monter. S'il n'y a pas de police pour nous attraper, les policiers sont arrivés 4 minutes après. Ils nous ont chopés. Sauf que c'était dimanche. Il nous a pris, il nous a mis sur la voiture, il nous a ramenés sur le commissariat. Il nous a mis dans un endroit, prison, sous-sol. Et c'était dimanche, il n'y a personne. Les gens qui travaillent sur le bureau, il n'y a personne. Il nous a dit, vous êtes arrivés ici, en France, mais là, on ne peut pas vous accueillir parce que tout le monde est en week-end. Lundi matin, on va faire une convocation, on va vous faire un papier. Soit vous restez ici en France, on va vous donner 23 jours, soit vous partez. Mais si le police il vous attrape après 21 jours, là, ça va être autre chose. Il vous ramène aussi en Italie. Ok, si c'est comme ça, ça nous va. On restait la nuit, il nous a mis à chaque personne dans une pièce jusqu'à le lendemain, lundi. Donc, le monsieur il est arrivé, il nous expliquait la procédure. Soit je reste ici en France, je dois faire une demande d'asile, soit je pars. Je dis ok.
une fille en papier. Je ne sais même pas lire. Je me souviens que quelqu'un qui m'a dit, comment vous appelez, je regardais ils sont marqués Monsieur. Moi, je l'ai lu Mansour. Et Mansour, c'est un prénom de chez nous, en fait. Ok, c'est arrivé, elle nous a mis dans un arrêt de train. On a pris le train. On est arrivé à Paris quelques heures après. Et là, c'est les organismes qui nous ont pris en charge jusqu'à certains endroits. C'était en 93, je crois, qu'il nous a mis dans un immeuble. On est resté 20 jours là-bas. Et après, il nous a envoyés ici, à Tours. C'était 20 août 2016. Épuisé, très très épuisé et fatigué, mais avec plein d'espoir. C'est un autre pays, autre culture, autre mentalité, autre avenir. Oublier tout ce qui est passé et essayer de construire la vie autrement. C'est la seule chose que j'avais dans ma tête. Mais je savais que c'est pas facile. C'est pas facile. J'ai vécu le traumatisme, en fait, psychologiquement. Je me souviens, je préférais mourir. Je voulais dire, parfois, ça me donne envie de sauter de meubles, de mourir, au lieu de continuer à vivre ce type de vie. Mais parfois, je me dis, ok, aujourd'hui, tu es mal. Le douleur que tu vis, ça ne restait pas toute la vie avec toi. Changer la mentalité, changer l'état d'esprit, et tu iras bien. C'était mon philosophie. Vous savez, quand vous vivez l'expérience, les vraies expériences sur le terrain, la vie, il vous apprend des choses. Vous êtes obligé d'apprendre des choses qui vous êtes là. Vous êtes obligé de penser différemment, de s'en sortir. Si vous dites, je renonce, je ne fais rien, tu restes là, dans cet endroit, et ça ne se passera rien. Ou peut-être ça va durcir la vie. Plus tu traverses des choses très difficiles, et plus la vie m'apprend des choses. Il faut toujours garder l'espoir et essayer de garder le bon côté. Mais ce n'est pas facile. Parfois, on se décourage, on essaie une fois, 2 fois, et peut-être on croise des moments, des sentiments difficiles, on décourage. Parfois, on abandonne complètement. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand j'ai pris la décision de venir en Europe, quand j'étais en Libye, j'ai pris la décision 2 fois de sortir, de venir en Europe, mais j'ai reculé cette décision. C'est la mort, 100%. Les gens qui sont là, ils sont tous morts. C'est sûr, tu vas mourir, ça c'est sûr. Mais pourquoi? En fait, Ousmane, pourquoi tu quittais le Soudan pour venir ici pour changer ta vie? En plus, tu as un frère ou une soeur. Si tu penses comme ça, tu es plus grand. Imagine ton petit frère ou ta soeur, comment ils vont penser et comment ils vont vivre? Il faut arrêter en fait de penser de manière négative. Et voilà. Quand je suis arrivé ici en Europe, j'essaie de j'ai contacté. Ma soeur, elle s'est mariée. Là, il vit au Darfour, mais aussi il y a quelqu'un qui l'a flingué, comment dire, avec un arme sur le genou. Qui lui a tiré dessus? Oui, c'est ça. Ils n'arrêtent pas à marcher comme il est. Ça se passait dehors de camp de réfugiés. Et ça fait un moment que je n'ai pas de contact actuellement. Ça fait un moment que je n'ai pas de contact. Et mon petit frère, il est sorti du Soudan, il est en Égypte actuellement. Mais je n'ai pas de contact souvent avec lui aussi, mais il va bien, je sais bien. Je suis arrivé à Tours, c'était un organisme, c'était Adoma. C'est Adoma qui nous occupait de nous, il nous expliquait on a le droit de faire la demande d'asile. Il nous expliquait la procédure, comment ça se passait. Et une fois que vous faites la demande d'asile, vous allez faire une interview pour expliquer plus clairement
votre histoire. C'est là que l'État prend la décision de vivre ici ou pas. Je dis ok, d'accord. En 2016, c'était mois d'août 2016, j'ai vécu un moment exceptionnel. Le président François Hollande, qui est venu lui-même nous visiter, il nous a écoutés, notre souci, notre problème, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir vivre ici. On a expliqué notre souci, notre problème, et il nous a dit pas de souci. Tous les gens qui souhaitent vivre ici, bienvenue. L'État il va faire le nécessaire pour pour vous aider. C'était la première fois que je vois un président qui est en face de nous, qui nous écoute. J'étais en stress, je ne sais pas quoi faire. J'étais content en même temps, mais il y a plein d'émotions qui se mélangent. Le stress, la joie. Lui, M. François Hollande, quand il arrivait comme une personne simple. En fait, il ne s'est pas présenté comme « je suis au-dessous de vous, et là, faire ce que je vous dis ». Non, il est arrivé avec grand respect. Moi, je l'ai apprécié très, 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 très fort. Très grand respect, il nous écoutait notre souci. Et quand il a commencé à parler, tout simplement, le stress, il a disparu parce que il se considère comme nous, en fait. Ils ne sont mis pas au-dessous que nous, si je suis un président et cela, non. Et pour moi, c'est un honneur. Je suis très content de le rencontrer. Voilà. En 2017, le directeur d'Adoma me proposait il y a un autre organisme qui prend en charge de moi. Ça s'appelle Qualia. Il me parlait qu'il y aura un assistant qui va venir vous chercher. Ils vont vous mettre dans un appartement, 3 personnes, ou parfois peut-être 2 personnes ou 4 personnes, ça dépend de l'appartement. Et vous suivre vos papiers jusqu'à vous obtenir votre papier et tout va bien. Et en ce moment-là, c'est l'organisme qui s'occupe de votre trajet administratif. Donc, c'est vous, M. Wolik, avec Mme Christine qui est venue nous chercher. C'était le matin et vous êtes venue très accueillante et vous nous expliquez où je vais habiter. Et c'est vous qui nous accompagnez jusqu'à ce que j'ai obtenu mon papier. Moi, je suis très content de cet organisme. Et toutes les personnes qui travaillent ici, je remercie énormément. Je ne sais pas comment je vais exprimer mes sentiments, mais je remercie toutes les personnes qui travaillent. J'ai obtenu ma protection 1 an et demi après. Donc, l'organisme Qualia, elle me proposait un appartement. C'était à Tours Centre jusqu'à là aujourd'hui où je vis. J'ai commencé à apprendre la langue dès que je suis entré au Qualia. Et c'est vous, M. Wolik, qui nous a expliqué, nous a mis en l'école pour suivre la formation de la langue. Et c'était très, 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 très bonne base que j'ai appris. Et c'est un nouveau page. Après l'obtention de papier, c'est un nouveau page, c'est une nouvelle intégration. Et pas seulement la langue, mais la culture, c'est complètement différent. Puis c'est pas du tout pareil. Les habitudes, les gens qui vivent aujourd'hui ici, ils ne sont pas la même habitude que chez nous. Et par exemple, si vous donnez un rendez-vous pour quelqu'un qui est au Soudan à 14 h, il viendra à 15 h. Notre heure, ce n'est pas pareil qu'ici. Ici, moi j'ai remarqué, pour pouvoir s'intégrer dans cette nouvelle vie avec nouveaux citoyens, comme dire, il faut suivre en fait la manière de vie ou le style de vie de ce citoyen. C'est-à-dire respecter les horaires, et respecter les lois, accepter la personne autant qu'elle est, parce qu'on ne pense pas de la même façon, on ne croit pas peut-être les mêmes choses, mais il y a des choses qui nous réunissent de vivre ensemble. Et je commençais par l'acceptation des autres et apprendre de langue. Et troisième chose, je crois, et c'est plus important,
c'est le métier. Pour pouvoir s'intégrer, il faut toujours trouver un métier et se mettre sur le marché du travail. Travailler dans ces sociétés, dans une nouvelle société, c'est pas seulement sur soi, mais c'est contribuer, c'est-à-dire être utile dans ces sociétés. Communiquer avec les gens, apprendre de nouvelles choses. Je trouve que c'est des choses incroyables ce que j'ai vécu. Mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Parce que imagine ici, la société française, je l'aime beaucoup. Parce que quand vous croisez quelqu'un, vous prenez l'initiative pour discuter pour certaines choses, ils sont ouverts. Et ce que j'aime bien sur eux, parce qu'ils te donnent son temps pour pouvoir discuter et échanger. Mais pour arriver jusqu'à ce stade-là, c'est pas facile. Moi, je suis arrivé ici en France, je ne parlais même pas bonjour. Et quand quelqu'un qui dit bonjour, je regarde bizarrement, qu'est-ce qu'ils disent? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Pour communiquer avec les gens, il faut toujours avoir ouvert l'esprit avec l'acceptation des différents des autres. Et toujours prendre une initiative pour aller vers les autres. C'est moi toujours qui essaye d'ouvrir le sujet et discuter avec la personne, même si je ne comprends pas certaines choses. Il y a des gens qui vous comprennent, qui discutent, ils vous donnent son temps pour discuter et parler différemment. Mais c'est pour approfondir le sujet, je ne pourrais pas. C'est pas seulement, c'est une question de vocabulaire de langue, mais c'est une question de façon de penser et de façon de vivre culturellement. Et ce n'est pas un obstacle de la langue, c'est un obstacle plein de choses. Et là, il me faut aussi un autre outil. Les outils qu'il me faut, c'est développer son intellectuel, c'est-à-dire développer son pensée, apprendre de nouvelles choses de cette culture pour pouvoir exprimer avec le vocabulaire de la langue. Donc, je me suis mis de lire des livres, parfois en arabe, parfois en français, je ne comprends pas en français complètement, mais j'essaie de lire, ça m'aide à progresser au niveau de langue, mais pour concrétiser les idées, pour transmettre les idées, pour discuter avec les personnes, il faut que tu comprennes déjà le sujet de quoi on parle. Et pour comprendre le sujet, j'ai essayé de comprendre le livre, certains livres. Par exemple, certains sujets, Révolution française, c'est quoi la laïcité? Est-ce que tout le monde est sur le même droit, homme, femme ou pas? Certaines lois ou certaines de constitution, un peu pas constitution, mais de lire les principes et les valeurs français. Et, je le lis, mais c'est juste en avoir une idée et apprendre des choses parce que ça fait partie des lois. Et après, il y a quelqu'un c'est un assistant social qui est à Koualia, qui m'a inscrit en école de la deuxième chance. L'objectif de cette école, c'est d'apprendre la langue et apprendre de nouvelles cultures françaises. Et à travers cette formation, j'ai appris énormément de choses. J'ai visité des châteaux de Chinonceau, de Chambord, de Azay-le-Rideau, c'est pas loin d'ici. Ce sont de très grands châteaux avec plein d'histoires. C'est énorme, et c'est impressionnant. Et aussi, j'ai appris aussi la culture française, des personnages un peu connus, par exemple Victor Hugo, Joséphine Baker, M. Eiffel, qui ont construit la tour Eiffel. Alors, depuis mon arrivée ici en France, j'ai exercé 2 métiers. Le premier, j'ai commencé en 2019, j'ai commencé à faire la formation. C'était en BTP. J'étais électricien de bâtiment. J'ai suivi une formation. En 2020, j'ai commencé à me mettre au travail. En 2023, j'ai suivi une autre formation. C'est un autre domaine, ça s'appelle un technicien de maintenance industrielle. Je travaille en maintenance des machines. Et actuellement, je suis dans une entreprise qui s'appelle TLD. C'est une entreprise qui fabrique des taxibots. Les taxibots, c'est comme le tracteur qui tire des avions après l'atterrissage. En général, la vie quotidienne,
de lundi au vendredi, je travaille. Et après le travail, se reposer. Après le travail, on se tranquille. Après, on prend le douche, on mange. On se prépare pour le lendemain. C'est la vie quotidienne, c'est la routine comme tout le monde. Mais le week-end, j'ai des amis de différentes origines. J'ai des amis français et j'ai des amis un peu partout des Soudanais comme les Américains ou certains de différents pays. Et parfois, ça nous arrive d'organiser une sortie, d'aller au cinéma ou faire des activités, par exemple les sports comme le basketball. Et ma vraie passion, que je le fais très régulièrement, c'est la danse. C'est la danse. Avant, quand je suis arrivé, je ne faisais rien comme ce type de danse. Et je me suis dit, pour lancer une nouvelle culture et ouvrir une nouvelle page, il faut s'intégrer facilement parce qu'il faut s'intégrer avec la culture. Et en même temps, vous luttez contre l'isolement. Et c'est la meilleure façon, je trouvais, c'est la danse. Je fais de danse latino. Parfois, je même donne le cours de danse latino. Donc, j'ai croisé pas mal de monde qui sont très sympas et je suis fier de ce que j'ai appris. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? Heureux, c'est un mot très, très fort. Je vis le moment présent. On peut dire que je suis satisfait de ce que j'ai et ce que je suis. Voilà. L'avenir, c'est un sujet, ça mérite énormément de temps pour parler de ça. Mais pour l'avenir, là, ce que je souhaite actuellement, c'est des choses que j'ai mis en place. Je voudrais monter une entreprise dans un BTP, Electricity, auto-entrepreneur. Là, actuellement, c'est mon projet actuellement, ce que je suis en train de travailler mentalement. J'essaie de le mettre en place. C'est vrai, c'est de réussir dans une vie professionnelle, c'est essentiel et c'est important, mais c'est pas que ça. Il faut toujours équilibrer la vie professionnelle avec avoir une vie familiale, et c'est important. Et là, je suis aussi en train essayer de trouver de ma moitié, de se marier, faire de famille, pour pouvoir faire de famille. Et ça, c'est pas fait, mais là, je travaille sur ça aussi. Le Soudan, c'est resté toujours mon pays d'origine. C'est là où je suis né. J'ai des souvenirs d'enfance. Actuellement, le Soudan, il vit la pire crise humanitaire de cette planète. Actuellement, le Soudan il vit dans une pire crise humanitaire on n'a jamais vécu. Nous, moi personnellement, j'ai vécu la crise humanitaire du côté Darfour. Toutes les ethnies, ils sont contre des ethnies qui sont vivant en Darfour. Mais là, actuellement, le Darfour, la ville de Fachir, ça fait 700 jours qu'ils sont entourés par les forces de soutien rapide. Et c'est-à-dire, il n'y a aucune nourriture qui rentre, aucune aide sanitaire, aucune protection. Il n'y a rien qui rentre. Imagine 700 jours sans rien, ils sont entourés. Et les gens qui sont en train de mourir actuellement, c'est horrible. C'est horrible. Je crois que c'est pire que de Gaza actuellement. Soudan, vous savez, Soudan, c'est un pays qui est très grand. Mais le problème, c'est leurs dirigeants, ils n'ont pas les visions claires et stratégies pour l'avenir. Depuis 1956, après l'indépendance, le coup d'État sur coup d'État qu'ils ont eu, c'est organisé par les partis politiques. Mais toujours, c'est les armées qui prennent le pouvoir, mais ils sont dirigés par les partis politiques. Et le parti politique, leur intérêt, ce n'est pas l'intérêt pour le citoyen, c'est ça le problème, c'est leur propre intérêt. Et là, si le Soudan, ils mettent toutes les choses sur la table,
et des intérêts personnels à côté, je crois que le Soudan, ça ne prend pas des années pour développer ou faire avancer le pays. Le Soudan, c'est un pays qui est riche. Il y a du pétrole qu'on n'a même pas découvert, mais on n'a même pas creusé pour extraire. On a différents climats. Si vous partez, par exemple, au ouest du Soudan, c'est un climat très adapté pour faire l'agriculture et faire élever des animaux. Et si vous partez sur l'est, côté l'est, il y a l'uranium, de l'or, de richesses sur la terre qu'on n'a même pas découvert. Donc, le Soudan n'a pas besoin pour les aides extérieures, sauf qu'il a besoin de la mentalité, le mindset pour pouvoir avancer le pays. Et je crois que le peuple soudanais, je pense que c'est important le peuple soudanais qu'il prenne des choses en main eux-mêmes. Il ne faut pas espérer et faire confiance 100% les gens qui dirigent, les politiciens qui dirigent le pays. Ils ne voient pas des choses, ils ne voient pas des choses de la même manière que vous voyez le citoyen, vous. Il faut faire confiance en soi-même et être conscient de connaître leurs droits, vos droits et vos devoirs aussi. Parce que, imagine, vous vivez dans un pays et vous connaissez votre droit, il y a personne qui vous manipuler mentalement. Et ça, c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui parce qu'il y a une faiblesse intellectuelle de la part des citoyens. C'est mon avis personnel, mais je pense que c'est oui. Il manque la conscience d'éducation. Éducation pour la solidarité déjà, parce que faire avancer certaines ethnies ou détruire certaines ethnies, ça va aller nulle part. Ce qui est important, le Soudanais, qu'il faut que c'est solidaire, la solidarité, que se soutenir et avoir un projet commun, c'est de vivre ensemble. C'est ce qui est important. Sinon, le Soudan, ça va continuer comme ça va être de pire en pire, et c'est pas ça ce que tout le monde souhaite. Aujourd'hui, là, je vis le moment présent. Je vis à ma manière. Peut-être ça ne va pas correspondre à quelqu'un d'autre qui est là, ce qui me convient. Vivre la vie comme vous le souhaitez. Là, vous trouvez le bonheur de la vie. Et à la fin de la vie, ou quand vous serez vieux, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez vécu, il n'y a aucun regret. Parce que vous avez vécu tout le moment comme il est. Vous avez vécu votre vie à votre manière. Et, chacun son passé, chacun sa vie, différent de l'autre. On ne pourra pas faire copier la vie des autres pour pouvoir satisfaire les autres ou pour pouvoir être heureux. Peut-être on peut apprendre des choses sur certains personnages, par exemple les personnes qui nous inspirent, qui nous donnent des idées, qui nous donnent l'espoir pour pouvoir avancer certaines choses. Mais ça reste toujours des idées et on peut focaliser sur notre vie et vivre le moment. Merci d'avoir écouté Un long chemin. Pour me soutenir et ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner et à liker. Un grand merci à Ousmane et à très vite pour un nouvel épisode.